que la région sera aux côtés de l'État pour accompagner donc, les territoires dans leur réflexion et leurs projets de mobilité. On le fait déjà et on le fera encore plus demain. Vous avez vu durant donc, cette journée, probablement, avec la LOM, le paysage institutionnel et la carte des autorités organisatrices de la mobilité vont être, on peut le dire, chamboulés ces prochains mois, ces prochaines années, afin notamment de faciliter la mise en œuvre dans tous les territoires de solutions de transport adaptées, y compris dans les territoires les moins denses. Dans ce cadre-là, les attentes vis-à-vis des régions sont très fortes, pas simplement la nôtre, cette problématique existe dans toutes les régions de France, et ces dernières, donc les régions, vont voir leurs compétences élargies et renforcées. Et dans le même temps, leurs missions et obligations seront donc nettement amplifiées, c'est-à-dire que d'autorités organisatrices des transports, AOT, c'est ce qu'on disait, les régions deviennent ainsi les autorités organisatrices de la mobilité, AOM. Et à ce nouveau titre, elles devront proposer tout type de service, par exemple, en s'occupant des modes actifs, des véhicules partagés ou encore de la mobilité solidaire, le sujet que vous avez abordé durant cette journée. En parallèle donc à leur intervention à l'échelle régionale, elles devront aussi offrir des solutions dans les territoires où aucun acteur local n'aura choisi d'exercer la compétence transport. Les régions donc assumeront à ce moment-là le rôle d'AOM local. De manière plus large, on demande aux régions d'être très présentes localement, de prêter une oreille fine à tous les acteurs, les entreprises, les habitants, les associations et bien d'autres encore, et à tous les publics, dont les plus fragiles, monsieur tout à l'heure en parlait, et de proposer un accompagnement dans la définition et la mise en œuvre des services adaptés donc à chacun des territoires. Enfin, les régions voient leur chef de fila sur l'intermodalité précisée et renforcée. Alors, là encore, il s'agira via une concertation et un partenariat relativement lourd de préciser les modalités d'intervention des uns et des autres, notamment pour assurer une bonne articulation entre les réseaux des différentes autorités organisatrices de la mobilité. Alors, pour illustrer mon propos et montrer que cela n'ira pas sans une certaine complexité et que les démarches partenariales seront au cœur des réflexions, je rappellerai donc un des exercices que nous allons devoir mener collectivement, à savoir l'élaboration de contrats opérationnels à l'échelle de chaque bassin de mobilité d'ailleurs que nous devrons probablement définir et préalablement définir ensemble. Tout cela va bien entendu dans le bon sens, il répond certainement aux ambitions initiales annoncées lors des assises nationales de la mobilité pour innover donc dans les territoires, proposer des solutions adaptées partout et pour tous ou encore pour tendre vers une mobilité durable. Toutefois, je tiens à souligner, la question a été abordée là il y a quelques instants, que les régions n'auront pas un sou supplémentaire pour exercer toutes ces nouvelles missions. Eh oui, toutes ces missions que je viens d'énumérer. Donc, comble du comble, elles ne devraient même pas pouvoir percevoir le versement mobilité dans les territoires où elles seront amenées à exercer le rôle d'AOM local. Alors, bien entendu, je terminerai là-dessus, la région est motivée pour relever des nouveaux défis proposés par la LOM. Elle pourra s'appuyer sur des nouvelles dynamiques, comme sur certaines structures. Les cadres évoluent et devraient faciliter, espérons, la bascule vers de nouvelles pratiques. Alors, deux exemples. La région présentera début 2020 son schéma régional d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, c'est le fameux SRADET, qui vaut notamment lieu de document stratégique s'agissant des sujets de transport mobilité et qui partage les grands objectifs de l'ELA. Donc il convient désormais de proposer des produits de sortie de ce schéma pour, enfin voir sa mise en œuvre opérationnelle. Deuxième chose, la région pilote actuellement l'élaboration du programme opérationnel 2021-2027 et continuera donc à assurer la gestion des fonds FEDER, des fonds très importants,
Ce travail est l'occasion de bien identifier avec les territoires les projets qui pourront donc bénéficier d'une aide européenne, étonnamment, ceux qui relèvent de la thématique des transports pour innover ou pour tendre vers une mobilité rurale. J'insiste beaucoup là-dessus parce que les fonds FEDER vont être sur ce domaine en très forte augmentation et que, bon, voilà, souvent en France, nous n'avons pas la réputation de savoir consommer ces crédits et si on se compare aux autres pays européens. Donc il va falloir véritablement se mobiliser sur ce sujet. Alors, pour imaginer ensemble des nouvelles façons de faire, il conviendra de s'appuyer autant que possible sur les acteurs et structures permettant de bien identifier les besoins de mobilité, d'une part, et de faire connaître les solutions adaptées à la demande, d'autre part. Je pense en particulier au rôle que peuvent tenir les observatoires et la cellule d'appui régionale comme à celui des associations qui accompagnent les territoires et qui peuvent faire le relais entre les collectivités et les offreurs de services. Aussi, je terminerai en saluant évidemment l'initiative du jour et le travail préparatoire assuré par la cellule d'appui régionale France Mobilité, car cette journée marque en effet les prémices des futurs échanges organisés entre tous les partenaires des transports et de la mobilité en Hauts-de-France. Le budget de transport de la région, ce n'est pas un petit budget. Hein. Le budget de la région, c'est 3,3 milliards d'euros. Le budget des transports, c'est 1,1 milliard d'euros. Hein. C'est 500 millions d'euros consacrés à la convention SNCF pour faire circuler les trains. C'est 350 millions d'euros pour faire circuler les cars. Alors avec les trains, c'est 200 000 voyages par jour. Avec les cars, c'est 212 000 personnes transportées tous les jours. Donc vous voyez, ça fait déjà 850 millions d'euros de fonctionnement pour tenter de résoudre, mais on n'y parvient pas complètement, M. Lamotte le disait, il faut qu'on s'améliore, je dirais, le transport des habitants de cette région. À côté de cela, évidemment, il y a de l'investissement, parce qu'il faut qu'on investisse dans les trains. Il y a aussi des infrastructures importantes, comme le canal Seine-Nord, parce que c'est important de voir circuler beaucoup moins, je dirais, de camions sur les autoroutes. Et nous espérons sur le domaine que le canal, quand il fonctionnera, permettra au moins de remplir cet objectif. Donc la région est et continuera d'être, et le sera encore plus demain, proche des territoires. Donc, nous serons à l'écoute, Monsieur le maire, ça doit être la 5e fois que je viens ici depuis 2 ans et demi, je suis vice-président transport, parce que je sais que vous êtes un territoire particulièrement actif sur ces sujets, comme on parlait de la baie du Ternois tout à l'heure, côté de Saint-Paul-sur-Ternoise, c'est également le cas. Donc, voilà, je sais que vous avez besoin de nous, tout est une question d'argent comme d'habitude. La région est là, mais je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, l'État prend, comme d'habitude, un certain nombre de mesures, mais n'apporte rien à côté. Vous savez que nous allons... l'État a inventé un concept de route départementale d'intérêt régional. Alors, les 5 présidents des départements qui constituent cette région sont tous venus nous voir pour dire « Ah, mais mes routes départementales sont toutes d'intérêt régional ». Or, nous n'avons pas de compétences, je dirais aujourd'hui, de voirie sur les routes. Et l'État invente cette notion, mais ne nous donne pas un rond de plus. Quand on a repris au 1er janvier les intercités, qui s'appellent maintenant les trains d'équilibre du territoire, l'État nous a acheté des trains, pour à peu près 290 millions d'euros, mais sur le déficit de fonctionnement de ces trains, il n'a compensé que la moitié du déficit. Là encore, on se prend des dépenses à la place de l'État. Alors certes, ce gouvernement actuel n'est pas, je dirais, fautif en tout. Il, je dirais, a ramassé, il ramasse beaucoup de poussières qui ont été mises sous le tapis depuis 30 ans là-dessus. Et puis tout le monde est en train véritablement de s'apercevoir que, je dirais, eu égard à l'état de notre planète, que nous sommes arrivés à la fin du cycle de la voiture et que le transport public, le transport en commun, redevient d'actualité. Et cette vieille dame qui est la SNCF, ou qui est le train en tout cas, inventé au XIXe siècle,
redevient aujourd'hui moderne. Et vous dire d'ailleurs que dans la convention que nous avons signée avec la SNCF, nous n'avons nullement cherché à diminuer la participation. C'est le contraire. Nous dépensons plus aujourd'hui sur cette convention SNCF. On était à 492 millions, on va passer sur les 6 ans, on va monter jusqu'à 514 millions d'euros par an, je ne sais pas si vous imaginez, et on a essayé voir l'intérêt le plus possible des usagers. On a mis en place d'ailleurs tout un système d'abonnements qui sont parmi les plus favorables en France, aussi bien en train, comme cela l'a rappelé tout à l'heure aussi, le bus à 1 € aujourd'hui. Que vous fassiez 10 km ou 50 km, vous rentrez dans le bus, vous payez 1 € et vous montez dans le bus. Donc cela aussi pour favoriser, je dirais, à tous les publics, y compris les publics les plus défavorisés, la possibilité de pouvoir voyager dans les meilleures conditions. Voilà un peu ce que je voulais vous dire et vous remercier évidemment de votre participation toute cette journée sur un sujet qui ne fait que commencer et qui est un des sujets les plus importants pour l'avenir. Vous savez que je suis élu à la communauté urbaine de Dunkerque et que nous avons défrayé la chronique avec le président Vergrit pour avoir mis en place le bus gratuit, en tout cas dans une agglomération la plus importante en France. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que ça fonctionne et ça marche. Et depuis maintenant plusieurs mois, on voit véritablement des gens qui abandonnent leur voiture. Alors, le bus gratuit, il n'a de gratuit que le nom, parce que les gens montent dedans, effectivement, sans payer un billet, et ils le prennent parce que, un, ils n'ont pas acheté de billet, deux, ils n'ont pas à se soucier du temps, puisqu'ils savent qu'à partir du moment où ils sortent de chez eux, il y a un arrêt de bus pas loin et qu'il y a un bus toutes les 5 minutes. Et tout ça, évidemment, a un coût très important. Et je dirais, comme ça rencontre un succès encore plus important, il y a de plus en plus de gens qui prennent le bus et derrière, c'est aussi un coût supplémentaire. Et ça n'est pas forcément apporté, je le dis, de toutes les agglomérations, de toutes les communautés urbaines, de toutes les communautés de communes. Ça coûte très cher. Mais quand on a la capacité, parce que le secteur dunkerquois est quand même riche grâce aux activités industrielles, c'était un choix qu'on a fait. On aurait pu investir cet argent ailleurs, on l'a fait dans le transport pour permettre aux gens, je dirais, de pouvoir circuler dans toute cette agglomération. Et d'ailleurs, on le voit, ça permet au commerce de proximité de revivre au détriment des grandes surfaces, parce que les gens, du coup, reviennent dans les centres-villes. Voilà, c'est un peu comme ça que je voulais conclure. Merci, bonne soirée.